joyeuse qui se mêle aux cris de joie de notre public comme pour augurer les notes assez belles de cette émission. Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre talk show et restez-y car c'est midi. C'est midi, c'est maintenant et j'ai le grand plaisir de me retrouver aujourd'hui. Je vais commencer par la seule dame, enfin nous sommes deux, mais bon. On va donc saluer ensemble Jessica Bomba, la révélation de l'année 2018. N'est-ce pas? Voilà, Jessica Bomba, tout va bien? Tout va très très bien. Après les fêtes, on se retrouve? Oui, bien sûr. Après les pleurs? Aussi en baoulé, merci. Merci beaucoup et merci de bien vouloir applaudir le sage doyen Cassie. Vous n'étiez pas avec nous le 1er janvier. Malheureusement. Mais Malheureusement. On était quand même de tout cœur avec vous. Oui. Voilà, on Et était moi, ensemble. Moi aussi, je vous ai suivi. À partir du petit écran, et je me suis vraiment barré. Parce que vous étiez vraiment drôle. On a vu de toutes les couleurs dans cette émission. Aloussène Sidibé et sa baigne, tout va bien. Ça va super bien, ça va vraiment bien. L'année a bien démarré, je suppose. Oui, très très bien. Et donc j'aimerais profiter rapidement pour souhaiter à tous les téléspectateurs un magnifique début d'année. Je vous souhaite une année de cristallisation, de concrétisation. Je souhaite que tous vos rêves sortent de l'ombre à la lumière. Bonne année à vous. De l'ombre à la lumière. C'est donc le titre de ces vœux. Aloussène Sidibé, merci beaucoup. Alors, docteur Philo, vous me rappelez quelqu'un habillé comme ça? Quelqu'un qui était souvent dans le public de ces midis, je sais plus. Ah oui, c'est Non, non, vrai. Mais vous lui avez piqué son style. Non, cette tenue-là, c'est pour vous dire que... Non, c'est pour vous dire que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Non, lui, c'est qui... Peut-être que je voudrais remercier les autorités ivoiriennes qui m'ont décoré. J'ai été distingué. Ah, c'est bien. Voilà, ça, j'ai été... Ah, c'est bien. Non, chevalier. Vous êtes au-dessus des chevaliers. Attends, vous êtes sûr que c'est pas les autorités américaines qui vous ont décoré parce que je vois un signe du dollar. Non, ils vont un truc. En fait, je suis au-delà des chevaliers, mais c'est l'âne qui a force que cheval. Donc, animalier dans l'ordre du mérite ivoirien. Et je remercie les autorités. On va pas s'en sortir avec vous. Merci beaucoup, docteur Philo. Je pense avoir une bonne culture générale malgré mon niveau CM1. C'est le thème retenu pour ce jour. Tout de suite, le portrait de notre invité qui se nomme Amoa Tiemele Lawson. C'est parti, Ange Gobo. Amoa Tiemele Lawson est originaire d'Aboissou. Marié et père de 3 adorables filles. Notre invité a 39 ans. Il est en 3e année de formation pastorale pour devenir pasteur. Jeune, Amoa rêve de devenir chanteur. Finalement, son rêve prend forme. Actuellement, il est auteur-compositeur. Son premier album sort en juillet 2018 et se fait remarquer. Vu les difficultés qu'il a traversées pour être là où il est aujourd'hui, pour lui, l'intelligence n'a rien à voir avec le niveau d'études. Comment a-t-il résisté au temps pour réaliser son rêve? Son parcours avec Caroline. Et voilà, quand on parle de culture générale, on parle du développement de certaines facultés de l'esprit par des exercices intellectuels appropriés. Notre invité, je le rappelle, Amoa Tiemele Lawson, que nous allons maintenant recevoir avec votre collaboration. Amoa Tiemele qui nous rejoint sur le plateau de C'est midi. Il est pasteur stagiaire, père de 3 charmantes filles. Et voilà, pendant que notre invité s'installe, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est midi. On est content de vous recevoir, un pasteur stagiaire sur ce plateau. Bientôt, pasteur, vous allez forcément faire des prières pour nous, hein. On en a besoin en ce début d'année. Voilà, docteur Philo. Oui. Il pense avoir une bonne culture générale, malgré son niveau CM1. Wow. Quelle génialité. Oh là là, oh là là, oh là là. On retrouve docteur Philo juste après ceci. C'est reparti. C'est mon avis, avec docteur Philo. Merci. Merci beaucoup. Oui, vous pensez avoir une bonne culture générale malgré votre niveau. Quand j'ai dit quelle génialité, les gens disent ouh, mais vous avez su de quoi je parlais déjà. C'est vous dire que vous êtes génial, c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit, la culture générale, on n'a pas besoin d'aller loin à l'école. Regardez ce monsieur tout à l'heure. Quand il était en train de formuler ses vœux, il était en train de s'arracher les cheveux.
qu'est-ce qu'il a dit là? Mais il y a des expressions qu'il a employées. Il ne peut même pas revenir là-dessus. Vous pouvez revenir si vous voulez. Passer de l'ombre à la lumière. C'est trop long ça, c'est trop long. Et si vous dites un coup, genre, mes vœux les meilleurs pour toute la vie. Ou que les vœux se réalisent. C'est tout. Que les projets se réalisent. Non, je vais dire de façon générale, vous dites que les vœux se réalisent pour toute la vie. Et c'est déjà dit une fois pour toutes, c'est fini. Et c'est l'année prochaine, vous êtes obligé de revenir sur gros mot, il a traîné pas là. Tout ça, c'est la culture générale. C'est la culture, on n'a pas besoin. C'est ça. Tout ça, c'est la culture générale. Et la culture générale, il faut avoir un bon repère pour aller. On n'a pas besoin d'aller loin à l'école pour savoir que celui qui tarde à répondre à votre texto est en train de vous mentir. On n'a pas besoin d'aller loin à l'école pour savoir qu'il ne faut pas, c'est-à-dire il faut pas se coller à tout, il ne faut pas faire confiance à tout parce que le sel ressemble à du sucre. Oui, ça c'est sûr. On n'a pas besoin d'aller loin à l'école pour ça. C'est Ceux qui sont allés loin à l'école, non mais ils ne savent pas ça là, mais c'est chose élémentaire là. Moi je vais dire, tout le cri universel des bébés c'est quoi? Quand un bébé naît, le cri universel, tous les bébés. Okay, c'est ça? Oui, non, bébé hollandais, vraiment, ça c'est le cri universel, c'est que tout le monde connaît. Ça veut vous dire que nous sommes, quand nous venons au monde, nos mamans sont là, quand on vient au monde, on est au même niveau, au même degré d'intelligence. Tous les bébés sont intelligents. Mais quand vous venez, vous sortez de la maternité maintenant, qu'est-ce que vous faites de vos ménages? C'est ça qui est la culture. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas école. Qu'est-ce que toi tu fais? Même voleur là, il est intelligent. Un voleur, il est intelligent. Prends quelque chose qui ne t'appartient pas, ça qu'on t'attrape, il est intelligent. Oui, un voleur, il est intelligent. Il a une raison de culture générale pour ça. Même un menteur, c'est quelqu'un qui est intelligent. Quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui est intelligent. Bon, nous disons des contre-vérités. Et là, vous... Nous disons des contre-vérités. Un menteur, c'est celui qui dit, docteur Philo, tu es laid. C'est un menteur. Mais nous disons... Voilà. Et celui qui dit, docteur Philo, tu es beau. Oh, que tu es beau. Oui, c'est la vérité, la pure vérité. Parce que... Merci beaucoup. Je vais dire que tout dépend du repère, c'est-à-dire quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu t'en vas. Donc moi, il dit école là-haut, mon cher, nos parents même au village, ils sont très intelligents, il faut la culture, ils nous nourrissent ici. Ça. Mais vous savez, il y en a même qui n'ont même pas fait d'école, dans les écoles agricoles. Merci. Ils n'ont pas d'école agricole. Mais aujourd'hui, ils arrivent quand même à faire les cultures de rentabilité, ce qui est une sociabilité louable pour une détection fictive. Merci beaucoup, docteur. C'est l'intellectuel, c'est qui l'école à l'école. Voilà, merci. Ouais, merci. Alors, ce serait trop facile que je ne livre pas docteur Philo. Je souhaiterais désormais que vous perdiez vos notes. Vraiment. Docteur Philo a perdu ses notes avant de venir sur le plateau. Mais je trouve qu'il a été très brillant. Voilà, donc de temps en temps, égarez vos notes. Merci. On va donc retrouver à présent Paterne Assemian pour le micro-trottoir. Le micro-trottoir avec Chris Paterne Assemian. Encore une fois, bonne et heureuse année 2019. L'année 2019 a démarré et nous essayons tant bien que mal de prendre le repère avec vous. Et parlant de repères, quel est l'intérêt justement d'avoir de bons repères dans la vie? Quelques réactions. J'ai une maman avec qui j'ai travaillé. Cette maman-là, franchement dit, elle m'a appris beaucoup de choses. Et voilà. Elle m'a montré au moins, elle m'a donné des conseils. Elle a fait beaucoup pour moi. Et c'est cette maman-là que je suis. Je veux me battre, me défendre comme elle. Aujourd'hui, nous assistons à une inversion des valeurs. Donc nous pensons qu'avoir un repère dans la vie permet à tout un chacun de s'orienter vis-à-vis de la personne qu'on prend comme repère et à qui on veut ressembler. Et dans le temps, les repères, quand nous étions au lycée, nous avions nos aînés qui étaient dans la classe de terminale C et autres, qui avaient des bonnes moyennes et qui étaient majors des classes à qui nous avons voulu ressembler, c'était nos repères. C'est mieux de marcher avec quelqu'un qui est bien que quelqu'un qui ne va pas te donner des bons exemples, que ce soit des bons conseils dans la vie. Tu as besoin de quelqu'un qui est bien, qui peut te donner des bons conseils, les conseils qui peuvent te faire avancer dans la vie. Je suis une femme, quand je vois une fille qui se comporte bizarrement, bon, moi je n'aime pas ces gens de filles-là. Moi j'aime les filles qui sont simples. Quand tu marches avec elles, elles ne te donnent pas les idées bizarres ou soit des conseils bizarres dans la tête. Tu marches avec quelqu'un, quand vous êtes là, vous parlez de vos rêves. Je pense avoir une bonne culture générale malgré mon niveau CM1. Il faut dire que les événements se déroulent entre 1993 et 1994, précisément à l'EPP Nzianoa, sous-préfecture de Tia-Salé, où à l'issue d'une bagarre, vous abandonnez l'école. Alors, qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Qu'est-ce qui a déclenché cette bagarre? On est curieux de le savoir. Je peux dire tout simplement que j'étais vraiment turbulent beaucoup
Puis, j'aime, ou du moins j'aimais, puisque je n'aime plus, j'aimais beaucoup me bagarrer. Voilà, j'aimais montrer un peu mon côté de ce que je pouvais faire. Donc, j'avais juste un ami de classe qui me provoquait tout le temps. Il me parlait de ma tête qui était scindée en deux. Alors, je lui disais, mon ami, tu ne sais pas de quoi tu parles. Parce que, et tu ne sais surtout pas à qui tu as affaire. Voilà, tu ne sais pas surtout à qui tu as affaire. Parce que je vais te... quelque chose. Voilà. Je vais te quelque chose. Je vais te quelque chose. Alors, ça m'a fait mal parce que j'ai plusieurs fois interpellé notre maître d'antan. Il n'a pas fait cas de cela. Et le jeune a continué, il a continué. Et un jour, j'ai dit, OK, j'ai ton remède. J'aimais aller à l'école avec les petites boîtes de... c'est pas de Matlaton là. L'intérieur est blanc. Alors, je lui ai dit, mon ami, viens aujourd'hui, on va faire la paix. Et puis, il s'approche de moi. Moi, je mets de façon sous-noire le truc en bas de la table là, et puis j'enlève. Et puis, je mets sur ses deux yeux. Oh là là, c'est pas gentil. Voilà. Franchement, ça ne m'a pas fait plaisir, mais en même temps, je me suis vengé. Voilà, je me suis vengé. Et ça m'a coûté ce que... Surtout à ne pas reproduire. Hein. Oui, ne fais pas ça chez vous. Oui, je regrettais parce que cet ami, et après, on est devenus de beaux amis. Mais je lui ai dit tout simplement que quand tu sèmes quelque chose, ça pousse. Voilà, donc il avait provoqué une chose, donc il devait s'y attendre à ma réaction. Et c'est ainsi que la directrice a été interpellée et ils m'ont mis une semaine de mise à pied. Et après une semaine de mise à pied, j'ai reçu la visite de notre chef de classe avec une autre élève me disant comme ça que le maître souhaiterait que je revienne pour reprendre les cours. Et moi qui dis à cet ami, mon ami, je suis désolé parce que le temps que j'ai passé à la maison m'a fait comprendre que le maître est injuste. Voilà, il a été injuste envers moi parce que tout le temps où cet ami-là me provoquait, j'ai eu à l'interpeller. Il n'a pas fait cas de ça. Et c'est pour moi là qu'on me met mise à pied, donc il est injuste. Il a fait de l'injustice, donc moi, je ne vais plus dans sa classe. Parce que vous pensiez que vous alliez à l'école pour lui. Voilà, c'est ce que moi je pensais. Vous ne savez pas que c'était tout à votre avantage. Voilà. Et j'ai décidé comme ça, unilatéral, de ne plus mettre mes pieds à l'école. Et les parents, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, mon père m'a appelé, il m'a dit, mon petit, tu cherches quoi dans la vie au fait? Et je lui ai dit, papa, le monsieur là, il a été injuste. Il dit, mais donc toi, tu n'aimes pas l'injustice? J'ai dit, non, je n'aime pas l'injustice. Parce qu'il a été injuste envers moi, je ne vais plus aller dans sa classe. Il dit, OK, on peut te changer de classe. Il dit, c'est même pas la peine même. Tout qu'on fait, sa réaction va affecter les autres maîtres. Donc du coup, voilà, je ne sais pas, mais une chose m'a animé, une colère intérieure m'a animé et je voyais tout le monde, ou du moins tous les maîtres injustes. Donc du coup, j'ai dit, je ne mettrai plus mes pieds dans cet établissement-là. Mon père m'a dit, OK, donc tu veux faire quoi? J'ai dit, bon, je vais faire tout ce qui me tombe sur la main. Ils n'ont pas insisté. Quand même, je veux dire, vous êtes au CM1, ce n'est pas vous qui décidez. Exact. Ce n'est pas vous qui décidez, les parents doivent vous obliger pratiquement à aller à l'école. Quand vous serez grand, vous déciderez de ce que vous voulez faire. Ma mère a insisté. Mais vous savez, franchement, au fil des temps, j'ai cru comprendre ou croire qu'il n'y a pas de hasard. Parce qu'ils n'ont pas eu la force matérielle de me ramener à l'école. C'est comme s'ils avaient, sans le vouloir, accepté ma volonté de ne plus retourner en classe. Peut-être que votre volonté était plus grande que leur autorité. Exactement. Voilà. Donc, quand vous parlez de force matérielle, c'est quoi? C'est quoi? Vous attendez quoi? Qu'on vous donne de l'argent pour partir? Non, quand je dis force matérielle, parce que j'ai été témoin des amis qui ont été surcotés. Et puis après, les surcotes, ils sont retournés à l'école. Ils sont retournés à l'école. Aujourd'hui même, ils sont en tout cas des grands cadres. Hein, que j'en connais. Il y en a aussi qu'on a soulevé comme ça, le grand frère a soulevé comme ça pour ramener à l'école. Et il y est resté. Mais pour moi, ça n'a pas été le cas. Et après, je me suis posé la question de savoir, mais papa, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas soulevé comme le voisin qui avait soulevé son enfant pour aller? Eh bien, il me disait tout simplement, le voisin n'est pas moi. Et l'enfant du voisin n'est pas toi. Voilà. Donc, je comprenais par là qu'il y avait un chemin que je devais suivre. Et dès lors, que deviendra votre vie? Alors, je décide comme ça de faire un métier. Vous faites quoi? Je décide de faire un métier, je deviens veganisateur. Et ce métier m'a enseigné beaucoup parce que dans ce métier-là, on apprend la courtoisie, on apprend aussi le respect.
Ce que vous refusiez d'apprendre à l'école. Oui, ce que je refusais, il y a le respect parce que quand un monsieur vient garer sa voiture et que le monsieur descend pour demander vos services, tout de suite, vous disiez, oui, monsieur, que désirez-vous? Ou madame, que désirez-vous? Alors, le vouvoiement s'installe et du coup, sans que tu ne t'en rendes compte, tu es en train d'être instruit par ces personnes-là à qui tu rends du service. Et à quel moment tout a basculé? Et après 3 années de formation, pendant que j'étais veganisateur, je croise un ami qui me dit, mon ami, j'ai quelque chose pour toi. Je dis quoi? Il dit, suis-moi, on va au cimetière. Et puis, il déballe, je ne sais pas c'était quoi, mais il déballe, il y avait des herbes un peu partout. Et puis, il tourne ça comme ça, il allume, et puis il dit, fume un peu, tu vas voir. Ben, j'ai dit, je vais essayer. Je fume, et mes yeux commencent à tourner. Il dit, fume encore. Mes yeux commencent à tourner, fume encore. Je commence à rire moi-même. Et je vous assure que c'est parti comme ça. J'ai dit, mais mon ami, c'est comment? Il dit, qu'est-ce que tu ressens? Je dis, je ressens, je suis avec toi, mais c'est comme si je ne suis pas avec toi. C'est comme si j'ai de l'argent, c'est comme si je suis grand, c'est comme si je me sens respecté, je me sens fort. Alors, du coup, quelque chose s'installe en moi et je dis, non, ce truc-là, je ne vais jamais abandonner ça. Et ça commence à m'inspirer, je commence à fumer la cigarette. Ce que je n'ai pas fumé, c'est du gauloise. Sinon, j'ai fumé. Bon, on va laisser les marques. Hein. Voilà, excusez-moi, j'ai fumé un peu partout. Tout ce qui me tombait sous la main, voilà, moi, je fumais. Mais il faut dire que ce qui vous avait donné, c'était de l'herbe, c'était de la drogue, en fait. Oui, c'était de la drogue. Donc, il vous initiait à moi, cela. je ne savais pas que c'était de la drogue. C'est après que j'ai su que c'était de la drogue. Parce que un jour, nous fumions et puis, tout juste à côté du lieu où nous étions, il y avait un commissariat. Et lui, il a aperçu les agents de sécurité qui venaient, les gendarmes. Et du coup, je ne sais pas comment il s'est arrangé, il a avalé la substance. Et je lui pose la question, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, tu la fermes et puis tu me suis. On a fait 2 ou 3 pas et il me dit, sauve qui peut. Wow. Donc je vois le gars qui court de toutes ses forces, je ne le suis pas, moi aussi, je prends une autre tangente. Et le lendemain, on se croise, il me dit, mon ami, si tu ne me suivais pas, à l'heure qu'il est, tu serais en prison. J'ai dit comment? Il dit il y avait 2 gendarmes qui ont flairé l'odeur, donc ils venaient nous prendre comme ça. Parce qu'il a vu l'autre qui a dégainé son âme. Et moi, puisque j'étais dans les vapes, donc moi, je ne sentais pas. Or, quand tu es aguerri, tu as tes sens même quand tu fumes. Mais moi, je n'avais pas mes sens. Et depuis lors, les choses ont commencé à tourner de façon catastrophique dans ma vie. Je peux être en face de vous, je peux rire avec vous, mais à l'intérieur, je sentais une souffrance. Et j'ai commencé à regretter le fait que je me sois arrêté en classe de CM1. Parce que mes amis qui me savaient brillant, parce qu'au CP1, j'étais le premier, CP2, j'étais deuxième, CE1, j'étais troisième, je n'ai jamais été 4e ou 5e. J'étais entre les premiers, deuxième, troisième. Alors, ces amis-là, qui sont devenus des lycéens, des collégiens, on se croise, ils me voient dans tout leur ça. pantalon, hein, je dis, là, mais attends, mon ami, tu deviens quoi? J'ai dit, je suis un veganisateur. Il dit, mais tu n'es pas allé jusque-là. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Mais tu es un veganisateur, mon ami. Toi, en dictée, on te donnait 10 sur 10 là-bas. En tel matin, on te donnait 10 sur 10, nous, on avait 0. Aujourd'hui, tu te trouves là. J'ai dit, mais mon ami, c'est la vie. On fait avec. Mais vous aviez mal après. Mais j'avais mal. Et j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, j'aurais voulu porter aussi, moi aussi, le kaki. Et surtout le bleu-blanc à l'époque. Le bleu-blanc voilà. à l'époque. Avec la cravate. Oui. Oh, c'était trop beau. J'ai dit, mais je me suis en voulu au point que je dis, il faut que je fasse quelque chose. Et comment vous allez sortir donc de ce gouffre? Alors, un jour, vraiment, j'en avais marre. Je crois bien que je n'ai pas pu dire ça à mes parents, mais peut-être qu'aujourd'hui, ils le sauront. J'ai voulu me suicider. Parce qu'à l'intérieur de moi, ça n'allait du tout pas. Et il y avait une église, bon, moi, vous savez, hein, les chrétiens annonçaient l'évangile, mais moi, ça ne me disait absolument rien. Et du coup, je suis allé dans cette église-là, étant fermé, il faisait un soleil de plomb. Et je me suis mis en genoux, comme pour dire que quand c'est difficile, c'est là qu'on cherche vraiment la solution. Hein. Je me suis mis en genoux, j'ai dit, attends, je ne sais pas s'il devait dire Jésus ou bien quoi, mais j'ai dit, on dit que tu es Jésus, tu es Dieu, bon, tu peux sauver. Moi, je suis dans une situation extrême. Viens et sauve-moi. Je n'en peux plus. Et je me suis levé. C'était quand même grave. Voilà. Ce que vous viviez était grave, était pénible. C'était grave. Et mes parents ne le savaient pas. C'est moi ceux qui vivaient la chose.
Et si, je me suis dit que si je ne passais pas par là, peut-être qu'à l'heure qu'il est, je ne serais pas devant vous. Parce que je n'étais pas loin de me suicider au fait. J'allais trouver les moyens pour le faire. Mais quand je fais cette prière et puis je suis parti, moi je ne savais pas ce que je venais de faire. Et je suis allé 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bon, il y a un monsieur qui m'annonçait le Christ. Je suis allé le trouver, il dit, mais monsieur, excusez-moi, mais je veux vous suivre à l'église. Il dit, ah bon, il dit, je vous suis à l'église. Ah, moi j'ai appris que tu te drogues. Il dit, il faut laisser ça. Je vais te suivre à l'église. Si je me drogue, on va voir ça à l'église. Et quand je suis allé à l'église, bon, je partais à l'église pour aller à l'église. Parce que quand je sors, je vais à la boutique, j'achète ma cigarette et puis je fume et puis bon, la vie continue. Et un jour, un diacre me dit, ben, mon ami, soit tu as changé ou soit tu n'as pas changé. Hein. Parce que tu viens à l'église et tu sors, tu fumes et tu fais la même chose que celui qui ne vient pas à l'église. J'ai dit, tiens, il dit, oui. J'ai dit, ben, comment je fais? Il dit, ben, demande à celui qui t'a envoyé ici. Et je suis parti, il dit, ben, Dieu, il faut que tu m'en sortes. Progressivement, les voilà, choses ont changé. progressivement, il faut que tu m'en sortes. Et quelques mois plus tard, vous allez devenir dirigeant dans cette église, comme par hasard. Le pasteur d'abord qui me dit, mon ami, je pense que tu as un talent. Je dis, oui. Il dit que je pense que tu as un talent, mais pasteur, moi je sais que voilà, les pasteurs font des grandes études, mais moi j'ai un niveau CM1. Avec quel talent je peux conduire un peuple de Dieu? Il dit, ben, ça ne dépend pas de ton niveau intellectuel ou ton niveau scolaire. Ça dépend de ce que tu as dans l'esprit. D'accord. Allez-y. Moi, je voudrais demander à notre invité, notre futur pasteur, aujourd'hui, bien qu'ayant une bonne culture générale, vous êtes sans diplôme. Oui. Est-ce que vous n'éprouvez pas un complexe? Je suis d'abord heureux. Je suis d'abord heureux parce que si aujourd'hui je décide de repartir à l'école, j'aurai un diplôme. Donc, pour moi, ce n'est même pas un problème. Ce n'est même pas un problème. D'accord. Et il faut dire aussi que vous êtes inscrit à l'Institut américain de théologie. Oui. Voilà. Et pour y entrer, il faut avoir un bac plus 2. Oui. On y reviendra juste après la pub. À tout de suite. C'est midi, c'est ça. Thiemele Lawson, pasteur stagiaire, qui malheureusement, dès le bas âge, n'a pas eu, on va dire, de bons repères. Et puis, quelque chose va se passer où il va faire une rencontre qui va changer radicalement sa vie, au point où il s'inscrit à l'Institut américain de théologie, une école où il faut y aller avec un bac plus 2 minimum. Alors, vous avez un niveau CM1. Oui. Comment est-ce que vous avez fait et comment est-ce que vous vous en sortez? Alors, un jour, je suis appelé par mon pasteur titulaire, que je salue de passage, et elle me dit, il faut que tu sois formé, parce que si tu n'es pas formé, tu ne seras pas crédible. Il faut que tu sois formé et que tu saches ce que tu dis, afin que quand il va y avoir des revers, tu saches sur quoi t'appuyer pour te défendre. Alors je dis, ok, j'accepte. Mais elle aussi, quand je lui dis mon niveau, elle est étonnée parce que une femme serait rentrée dans son bureau pour lui dire, mais ton petit, il est éloquent, il s'exprime bien. Ben, donc elle me demande, mon petit, dis-moi, quel est ton niveau fait, ton niveau d'études? Je baisse la tête parce que vous savez que c'est pas facile de dire à une personne qui peut-être t'a placé, hein, n'est-ce pas, à une hauteur, qui pense que peut-être tu as un bac plus 3 ou autre. C'est pas facile de dire à cette personne que tu as, voilà, tu as le niveau CM1. Donc du coup, j'ai baissé la tête et puis j'ai commencé à réfléchir. Est-ce que je dois lui dire j'ai un niveau CM1 ou bien je dois lui dire j'ai un autre niveau? Donc là, est-ce que je dois mentir
ou je dois dire la vérité? Dieu vous voit si vous montez. Hein? Vous comprenez? Et je dis, mais Seigneur, quelle est cette question-là? Il faut que je dise la vérité. Je lève ma tête et je dis, maman, j'ai niveau CM1. Et la dame se lève comme ça de sa chaise et dit, mais c'est pas possible. Attends, dis-moi, tu n'as pas une autre formation parallèle? J'ai dit, non, je n'ai pas une autre formation. Elle dit, c'est le don de Dieu pour toi. Il faut dire qu'entre-temps, le premier pasteur que vous avez rencontré, vous avez initié à la lecture. Il m'avait initié à la lecture, il m'avait vraiment aidé beaucoup. Comment il fallait s'y prendre lorsque tu es au milieu, n'est-ce pas, des personnes de l'Assemblée. Comment il fallait d'abord se tenir, s'exprimer. Comment il fallait s'exprimer. Il fallait étudier les temps, la conjugaison. Donc, du coup, je me suis retrouvé à apprendre avec ce pasteur, en même temps que j'apprends avec le Seigneur les choses que je n'ai pas apprises à l'école. Ah, c'est cela. Donc, du coup, je me retrouvais même avec des amis qui avaient le bac, mais quand on s'exprimait, eux, ils pensaient que moi, j'avais le bac plus 1, plus 2. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas sauter les étapes parce qu'elle vous rattrape après. Oui, voilà. Jessica Bomba. Mais justement, à aucun moment, vous vous êtes dit, il faut peut-être que j'aille un peu plus loin, que je passe mes différents concours. Parce qu'on voit des gens qui, même à 30 ans, 40 ans, passent leur BPC ou leur bac. Oui. Ça vous a jamais traversé l'esprit ou... Ça m'a toujours traversé l'esprit. Mais qu'est-ce qui vous a freiné? Et je me suis dit qu'après ma formation, là, je vais m'y atteler. Si je peux avoir le summum des diplômes en Diémé, je vais l'avoir. Ça, c'est un challenge que je me suis donné. Et quand je vais m'inscrire, le directeur me dit, tu as quel niveau? J'ai dit, j'ai le niveau CM1. Il dit, monsieur, c'est pas possible. J'ai dit, pourquoi c'est pas possible? Il dit, non, c'est pas possible. Le niveau CM1, qu'est-ce que tu vas comprendre? Ce sont les modules qu'on donne ici, là. C'est ce que ces professeurs-là donnent dans les universités aux États-Unis. Donc, tu ne peux pas avoir un niveau CM1 et puis comprendre ce qui va être enseigné. Je lui dis, OK, essayez-moi. Si je ne peux pas, renvoyez-moi. Il dit, vous dites quoi? Il dit, essayez-moi. Au pied du mur, si ça ne marche pas, renvoyez-moi. Il dit, OK. Donc, j'ai commencé les cours en 2015 et je vous assure qu'il est le correcteur. Et quand il corrige et puis mes notes viennent, quand je regarde, moi-même, je souris. Et lui aussi, il sourit avec moi. Et il m'a appelé et me dit, mon ami, tu t'imagines si tu allais loin, ça n'allait pas être ce que tu es en ce moment. Et il m'a dit, ne te laisse pas abattre. Parce que quand tu es venu t'inscrire et que je ne voulais pas, à l'intérieur de moi, une voix m'a dit, accepte cet enfant. Si tu l'acceptes, tu verras les prouesses qu'il fera. Et nous, avant la question de Jessica, on va essayer de voir aussi avec Paulus les prouesses de nos téléspectateurs à travers leurs réactions. C'est parti, Paulus Agathon. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Paulus. Ah d'accord, il va le grand danseur. Est-ce qu'on ne peut pas applaudir encore pour Paulus? Paulus, le meilleur danseur de la Caro Gang. Merci. Et on ne sait jamais, peut-être je peux être le meilleur danseur ailleurs encore. Hein. Bonjour Caroline. Franchement là, d'accord. On va demander à Jean-Michel de vous former un peu plus. Oui, c'est sûr. Bonjour à vous téléspectatrices et téléspectateurs. Alors sur notre page Facebook, on a Cheikh Suleiman Ouattara qui dit, je crois que votre témoignage est le plus beau conseil de remise en cause et de persévérance pour chacun en cette nouvelle année. En tout cas, merci pour ce partage édifiant. Abou Konaté, il dit, est-ce qu'il vous est déjà... Non, pas Abou Konaté, plutôt si c'est modeste. Il dit, pour ma part, la culture générale ne veut pas forcément dire être hyper diplômé. Mais aujourd'hui, en quoi ce niveau de culture générale vous aide? Aujourd'hui, je me dis, si je n'ai pas eu le bac ou je n'ai pas eu le BPC ou autre diplôme, mais je me dis que j'arrive à faire ce que je veux faire. Pourquoi? Je ne peux pas demander à une personne de m'aider à faire une lettre. Je ne peux pas demander à une personne de m'aider à faire une documentation. Je ne peux pas demander à une personne de m'aider à faire quelque chose que j'aimerais faire moi-même aujourd'hui. Donc, en Diémé, je ne suis pas handicapé ni intellectuellement, ni aussi physiquement.
Alors, le dernier message, il est de Marc-Arthur Ouloté. Il dit « Je suis fier de cet invité qui s'est frayé un chemin pour être là aujourd'hui. Certes, l'école nous forme et nous forge, mais la vie également nous instruit et nous oriente. Félicitations encore une fois. » Alors Caroline, ça sera tout en ce qui concerne les réactions des internautes. Comme tous les jeudis, je vais donner rendez-vous aux téléspectateurs sur Fréquence 2 92.0 FM ce soir de 19h à 21h pour un truc de ouf. Merci beaucoup pour ce truc de ouf que vous venez de faire, Paulus. Merci infiniment. Le micro. Le micro du sage. Le doyen qui réclame son micro avec une certaine force. Et tout à l'heure, franchement, tout à l'heure, quand notre invité était en train de dire qu'aujourd'hui, il n'a pas besoin de s'adresser à qui que ce soit pour écrire une lettre. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit dans la République, et en mathématiques. Oui, il dit en mathématiques, oui, j'ai entendu, moi j'ai entendu. En même temps, je me suis dit, mais attends, mais c'est ça, il a raison aussi quelque part. Et en mathématiques, discriminant de FM de X plus de Ln de X, vous demandez à quelqu'un? Non, mais franchement. Il n'a pas répondu à la question, doyen. Doyen, ça va en mathématiques, ça va aussi? Oui, mais en mathématiques, je veux dire quoi? Je veux dire, faut pas forcément mettre ton habit là où ta main n'arrive pas. Si je me trouve dans une situation où on me dit fais X carré ou quoi que ce soit, je te dirai je ne peux pas. C'est tout. Mais si tu me dis calcule ton argent, je vais calculer mon argent. Je voulais dire à notre invité que quand on est bien né, en fait, quand on est bien né, on n'a pas besoin d'aller loin dans les études pour bien briller. Mais si vous vous remettez à faire des études, il n'est pas tard, hein? Vous allez voir, ça va donner quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est clair. Essayez ça. Merci beaucoup, doyen. Merci infiniment. Jessica. Moi, je suis curieuse de savoir, le rêve de ce petit garçon de CM1, c'était quoi? Qu'est-ce que vous rêviez de faire quand vous étiez tout petit? Quand j'ai fini, quand je dis je ne partais plus à l'école, du coup, je ne sais pas si ça a été un bon mauvais ou bien un mauvais bon, mais pendant que je droguais, j'avais conçu quelque chose. Je voulais devenir comme Alpha Blondy. Parce que là, j'ai commencé à chanter. Tout ce qui me passait par la tête, j'imitais, au point que, voilà, on venait me faire des dons. On dit, tu danses bien, tu chantes bien. Donc, j'ai dit, bon, je vais être un chanteur. Donc, du coup, j'ai commencé à composer, j'ai commencé à écrire des chansons. Je me dis, à la longue, si je gagne, si j'ai quelqu'un qui m'apprécie, voilà, qui pourra me produire. Voilà, me produire, et puis je serai comme Alpha Blondy. Je pense que c'est plus d'actualité, là. Vous êtes complètement à l'opposé. Je suis complètement à l'opposé. Mais vous êtes toujours très content. Et ce talent-là, vous l'avez transformé. C'est vrai que vous aspirez à être pasteur, mais en même temps, vous êtes aussi chanteur. Vous avez même sur le marché déjà un album, c'est cela? J'ai fait sortir un album le 22 juillet passé. Par la grâce du Seigneur, un album de 7 titres. Et là, je décris un peu le parcours, c'est-à-dire l'enfant qui a grandi et ce qu'il a connu. Et ça donne quoi en chanson? Midia Mizuma Kuo, Midia Mizuma Kuo, oh, Midia Mizuma Kuo, oh, Midia Mizuma Kuo, Daba. Mon musulman Jésus, cigarette au dimisi kakwati. D'abord mon musulman Jésus, drogue au dimisi kakwati. Anémo ma famille ou maman Jésus, midi musulman kuo. Oh là là. Merci infiniment. C'est vrai qu'on ne comprend pas les paroles de cette chanson, mais déjà avec cigarette, drogue, on a entendu, on suppose déjà que c'est votre histoire que vous racontez. Alors, nous sommes au terme de notre entretien. Je vais vous demander de regarder cette caméra et de vous adresser aux téléspectateurs qui peut-être ont emprunté un mauvais chemin, qui ont du mal à s'en sortir et qui se disent que tout est terminé. Alors, je veux dire à une personne qui m'écoute ou qui me voit en ce moment, il y a des choses qui peuvent se produire dans la vie d'une personne. Mais un temps vient où tu te demandes et tu as la réponse de la question. Moi, je me suis posé beaucoup de questions de savoir pourquoi est-ce que je n'ai pas eu la force de continuer les études et pourquoi est-ce que je me suis arrêté en classe de CM1. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que rien n'est tard. Mais j'ai acquis des choses que peut-être si je partais à l'école en ce temps, je n'aurais pas pu acquérir. Aujourd'hui, ce n'est pas tard pour moi. C'est pour dire aussi que ce n'est pas tard aussi pour toi. Où tu es, continue. Parce que où je suis arrivé,
je continue et je continuerai. Merci. Merci infiniment, futur pasteur Amoua Tiemele Lawson, d'être venu partager, on va dire, cette tranche de votre vie avec nous. Vous pouvez faire comme lui, vous avez une histoire attrayante. N'hésitez pas à nous appeler au 22 01 0000 et passer à cette émission. Sur ce, nous allons partir en musique avec une voix sûre de la Côte d'Ivoire, je dirais de l'Afrique. Maman Africa, la diva de la musique ivoirienne. Adorable, merveilleuse elle est, douée elle le demeure. Aïcha Koné est avec nous. Segela, meta segela, sifie, mon be segela de. Anankama, meta segela, pomeli be segela, meta sifie, voilà. Maman Aïcha Koné. On va se positionner là, avec bien sûr la permission de nos invités. On applaudit très fort Aïcha Koné. Alors, on a bien entendu l'invitation, hein? Meta Segela. On part à Séguéla, voilà. Après Gagnoa, on part à Séguéla. Il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Sifié, précisément. Sifié. Wow. Et là-bas, il va donc se dérouler, on va dire, la célébration de la fête anniversaire du prophète Mahomet. C'est bien cela. Donc, tous les ressortissants, et même ceux qui ne sont pas ressortissants de Séguéla, sont invités. Sont invités à Sifié. C'est à combien de kilomètres de Séguéla, Sifié? 50 km, 30 km. Alors, c'est pas loin, hein? C'est pas du tout loin. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement ce jour-là? Ben, ce sera des rencontres. D'accord. Celui qui sait, moi, je serai là et le 12, il y aura un grand concert. D'accord. Voilà, je voulais dire merci aux frères, sœurs de Séguéla qui ont pensé à moi. Inch'Allah, la fête sera belle. Ça, c'est clair. Merci à On est vraiment content de vous voir sur ce plateau. Je voulais dire merci à Bouaké Fofana, à Moment d'Imméité. Merci, vraiment. Et le bouquet de fleurs, il est à qui? À la diva. Ah d'accord, mais vous l'avez oublié derrière là-bas. En tout cas, elle le mérite amplement. Ça nous fait toujours plaisir de vous voir et de savoir que vous demeurez toujours belle. Merci voilà. On ira à Sifié. C'est juste à 30 km de Séguéla. C'est le 12 janvier, je le rappelle. On applaudit très très fort la diva de la musique ivoirienne, Maman Africa, Aïcha Koné. C'est pas donné à tout le monde. Merci infiniment. 42 ans de carrière musicale. J'ai envie de dire, quelle grâce. Sur ce, mesdames et messieurs, on va retrouver Aloussène Sidibé pour sa chronique. C'est innovant avec Aloussène Sidibé. Alors bonjour férus d'invention et de nouvelles technologies, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un jeune homme, c'est un entrepreneur de formation, il est dans les finances, il est dans la comptabilité, mais c'est un gros amoureux du sport. Ce qui l'a conduit à sa nouvelle vision, c'est de construire, sinon de bâtir la première entreprise, sinon industrie d'équipement en Côte d'Ivoire. En fait, il est équipementier. C'est quoi un équipementier? C'est très simple, c'est une structure qui s'occupe de la fabrication, de la conception des équipements et aussi de la distribution des équipements de sport pour les athlètes de haut niveau ou les athlètes amateurs, peut-être un amateur comme toi, sûrement. Et donc, il est avec nous, je pense qu'il va venir en plateau. Il se nomme Jean-François Kwame. Je montre mon ovation. Un jeune talentueux et très ambitieux. Et barbu. Jean-François Kwame. Bonjour, Caroline. Bonjour, on est content de vous recevoir sur ce plateau.
Mais non, moi j'ai une question qui me taraude depuis... Depuis quand? Taraude, fatigue, les gens... Oh, laissez-le s'exprimer là. Et donc j'aimerais savoir, quand vous êtes conscient des géants qui dominent ce monde-là, des équipementiers et tout, comme l'autre de l'Allemagne, sans vouloir citer de marque, ou des USA, quelle innovation apportez-vous avec votre solution? Alors déjà, mes vœux les meilleurs, Merci. de prospérité et surtout de santé. Donc pour répondre à ta question, nous en tant qu'entreprise, on vient pour résoudre un problème. C'est que la plupart des clubs de la Ligue 1 ici en Côte d'Ivoire n'ont pas la possibilité d'avoir des équipements à moindre coût. Là c'est et professionnel. Ils vont très souvent sur les marchés à Makori ou à Djamé et ça se sent tout de suite sur leur performance sur le terrain. Vous êtes d'accord avec moi que... Donc les éléphants, ils ne sont pas équipés. Hein. Les éléphants sont équipés, mais on est fait des clubs de la Ligue 1 en fait. Okay. Donc c'est un peu comme un élève en classe qui, malgré son talent, il connaît ses cours, mais il n'a pas en fait les équipements. Si on est par exemple en physique, n'a pas son compas. C'est sac d'oignon qui a son sac. Je comprends. On n'a pas son rapporteur. Donc du coup, malgré sa connaissance, son résultat va prendre un coup. C'est ce qui se passe en fait au niveau du football ivoirien. Ils n'ont pas les équipements professionnels, que ça soit. Donc l'idée c'est d'avoir des équipements professionnels sur place et de pas forcément en exporter. Voilà, en exporter parce que ça devient de plus en plus cher pour les présidents du club, etc. Voilà. Maintenant, je veux savoir aussi à quel stade de vous êtes à quel stade du projet? Vous êtes au stade encore de la conception ou de la vulgarisation Vous êtes à quel stade? Non, nous ne sommes plus au stade de la conception, nous sommes au stade, on va dire, de la vulgarisation, parce que nous sommes épaulés par deux usines d'abord qui ont fait leurs preuves avec des grands clubs de la Ligue 1 en France et un peu en Europe. Donc, pour l'instant, c'est eux qui en fait, nous épaulent dans la confection. Mais on est dans une politique qui fera en sorte que... Politique d'équipement. Dans un management... Bravo. De rien. C'est à louer. Donc on est en train de faire en sorte qu'une usine soit implantée ici en Côte d'Ivoire. En fait, et puis, après quelques années, avoir une usine ici en Côte d'Ivoire qui fait du Made in Côte d'Ivoire pour des sportifs ivoiriens. Bon vent à vous et puis bonne chance. Merci beaucoup. Moi je profite en même temps pour dire aux jeunes qui nous regardent, n'attendez pas forcément d'avoir de gros moyens pour commencer un projet. Vous avez de bons projets, donnez-vous les moyens d'y aller, donnez-vous les moyens de foncer et croyez en vous et croyez aussi en ce que vous pouvez produire. Merci Jean-François. Merci parce que vous n'avez pas forcément les millions sur vous avant de commencer ce projet. Et aujourd'hui, il porte ses fruits. Merci infiniment. Alors, nous allons recevoir un invité cette fois-ci qui nous vient de Paris. Piekura Marc Harris, connu sous le nom de Marco SFR. Il est responsable commercial régional en France et président de l'association des managers, producteurs, promoteurs et concepteurs de la diaspora. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Avec vous, nous parlons donc de structuration du milieu du showbiz de la diaspora. Déjà, on va commencer par faire l'état des lieux du milieu du showbiz de la diaspora. Merci de m'avoir reçu déjà. Je vous en prie. L'état des lieux du showbiz de la diaspora, je dirais plutôt l'état des lieux de la culture au niveau de la diaspora. D'accord. C'est un milieu où tout le monde est dynamique. Les gens ont envie de bien faire. Les gens travaillent, il y a des artistes talentueux. Par contre, le milieu a besoin d'être structuré et organisé. Alors, quelle est donc la stratégie ou les stratégies mises en place pour atteindre vos objectifs? Alors, l'association des managers, producteurs, promoteurs et concepteurs de la diaspora que je dirige, dont je suis le président, c'est la MPPC Diaspo, a une stratégie simple. Il faut sortir la culture ivoirienne de la diaspora de l'informel. Donc pour ça, il faut professionnaliser ce milieu. Il faut que ce milieu soit professionnel. Et quels sont les actions à mener? On va pouvoir donc former nos acteurs, former nos professionnels pour que lorsque des artistes partent en Europe ou partout dans la diaspora, que cela soit suivi et que leurs droits soient garantis par la MPPC. Il n'est pas facile de fédérer, on va dire en même temps, tous les acteurs. Alors je vous donne rapidement l'occasion, en 20 secondes, de lancer un appel. C'est vrai qu'il n'est pas facile de fédérer tout le monde, d'appeler tout le monde autour d'une idée aussi formidable que de rehausser la culture ivoirienne. J'appelle toute la diaspora ivoirienne, partout dans le monde, à nous rejoindre, à rejoindre la MPPC. Car si nous voulons que notre culture, qui est l'essence même de l'Afrique, arrive au plus haut du sommet, il faut que nous nous mettions ensemble. J'appelle tout le monde à venir nous rejoindre à la MPPC. Merci infiniment.
Marco SFR, message perçu 5 sur 5, j'en suis sûre, parce que la diaspora nous regarde, tous ceux qui nous suivent depuis la France, l'Allemagne, on va dire les États-Unis, un peu partout en Afrique. Merci en tout cas de nous suivre et merci d'être venus. L'émission n'est pas terminée. Merci, voilà. si vous me permettez, donc, je vais dire merci à ma délégation qui est là, le conseiller El Magnifico et le VP Managa Aliou. Je vous remercie. Merci infiniment à vous d'être venus sur notre plateau. Il nous reste encore la chronique de Jessica Bomba. C'est quoi ton job? Juste après la pub, on la retrouve. C'est quoi ton job? Avec Jessica Bomba. Mais quel accueil! Alors cette semaine, on ne va pas aller à la découverte d'un job, mais plutôt vous aider à trouver un job, parce que je pense que ça, c'est le plus difficile. Comment identifier le métier, sinon le job qui vous convient? Alors je pense qu'ici sur le plateau, pour la plupart, ils ont fait des formations pour devenir, pour effectuer un métier, exercer un métier. Aujourd'hui, ils se retrouvent complètement à l'opposé de ce qu'ils avaient prévu faire. Docteur Philo devait être professeur. Voilà, aujourd'hui. Mais je ne suis pas complètement à l'opposé. Non, c'est vrai. Non, je donne des enseignements ici. Tout à fait. Je donne des enseignements. Donc, absolument. voilà. Oui. Alors, pour éviter justement de vous planter, parce qu'on sait très bien que votre job, ça va être la plus grande partie de votre vie et c'est très important de trouver un job dans lequel vous êtes épanoui. La première chose à faire, c'est d'identifier vos aptitudes. Par exemple, une personne qui n'est pas sociable ne va pas chercher à devenir commercial. Ça ne marchera pas. On est désolé, vous restez dans un bureau avec des ordinateurs ou des machines, ça fonctionne. Une personne qui n'aime pas parler, par exemple... Et ne venez surtout pas vers l'animation. Hein. Surtout pas. Si vous n'êtes pas sociable, parce que là, on va dire, c'est le job des rencontres, exactement, du partage, de l'amour. Non, mais surtout que c'est un sacerdoce, en fait. C'est cela. Il y a des métiers, on va dire qu'on n'y va pas vraiment pour de l'argent. Être médecin, avocat, normalement, hein, médecin, avocat, animateur, ce sont des sacerdoces. C'est-à-dire que vous y allez parce que vous voulez aider les gens, parce que vous voulez procurer du plaisir, donner de vous-même. Donc, si vous n'êtes pas très généreux, évitez ce métier, d'accord? C'est aussi simple que ça. Après, est-ce que vous êtes une personne qui aime les horaires? Genre, on commence à 7h, on finit à 18h. Si vous aimez ça, la banque, ça sera parfait pour vous. Si vous n'aimez pas les horaires, bah voilà, vous voulez commencer à 8h, terminer à 19h, travailler souvent le 1er janvier comme nous, voilà, le 31, le 25, il n'y a pas d'horaire. Vous savez vers quel type de métier vous allez vous orienter. Ensuite, une fois que vous avez été honnête avec vous, vous avez identifié vos aptitudes, c'est très important d'être honnête, de ne pas écouter les autres. Écoutez, mais n'oubliez pas que c'est vous qui décidez à la fin. Ensuite, il faut vous renseigner. Vous décidez par exemple d'être, je dis n'importe quoi, médecin, gynécologue. Vous allez vous renseigner dans votre pays quel est le gynécologue qui est vraiment le plus connu, que tout le monde connaît. Vous vous approchez, vous allez vous informer un tout petit peu sur son parcours. C'est pas sûr que vous ayez exactement le même, mais vous allez pouvoir vous en inspirer. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, il faut vous former. C'est très important. La formation, c'est la base de tout. Tout le monde n'est pas fait pour être dans un bureau. Vous pouvez être cordonnier, vous pouvez être chef cuisinier. N'oubliez pas que le président de la République a un chef cuisinier, le président de la République a un cordonnier, le président de la République a un styliste, la présidente a une coiffeuse, une maquilleuse. Le plus important, n'oubliez pas, c'est d'être le meilleur dans tout ce que vous décidez de faire. Et surtout, ne vous laissez pas démonter par des personnes. Des personnes qui vont trouver qu'être animateur, c'est pas assez valorisant. Il faut être avocat, il faut être médecin, il faut être juriste, président de la République. Le plus important, c'est d'avoir une vision et puis de rester focus sur votre vision. Merci beaucoup, Jessica Bomba. C'était très édifiant. Et moi, je profite de l'occasion pour saluer cette association de femmes qui est avec nous depuis le début de cette émission, l'association des femmes de Sifié Djoula Soba. Et comme par hasard, elles ont un responsable. Il s'appelle Meïté Gaoussou, dit Louga. La vie de Louga. Merci infiniment de votre présence. Merci aussi au fan club. C'est midi. Merci à nos invités de la diaspora. El Magnifico. Bon, je n'ai pas retenu l'autre nom. En tout cas, merci de votre présence. Merci à vous, très chers téléspectateurs. On a été très heureux de vous servir aujourd'hui. On sera encore là demain par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, on sera là. D'ici là, portez-vous bien. Et à demain pour un autre numéro de Ce Midi. Bye bye.